Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec Mme Marilyn Nadeau, préfète de la MRC-VR, pour revenir sur la dernière séance du Conseil. Mme Marie-Hélène Charbonneau, propriétaire de la clinique Hygiène dentaire à Belleuil, nous partage les détails du régime canadien des soins dentaires. On sera au centre aquatique de Mont-Saint-Hilaire pour faire le point sur les travaux en cours avec M. Francis Leblanc, directeur adjoint aux opérations à Mont-Saint-Hilaire. Finalement, on accueille en studio Mme Nadine Viault, mairesse de Belleuil, pour un résumé des actualités de la ville. Le régional commence à l'instant. Bonne émission. Comme à chaque semaine, TVR9 vous propose un résumé de l'actualité dans la vallée du Richelieu. À Mont-Saint-Hilaire, la ville et l'école secondaire Ozias-le-Duc ont inauguré une fresque monumentale en hommage à l'artiste qui a inspiré le nom de l'école, le peintre Ozias-le-Duc. Réalisée par l'artiste Dan Bueller et l'organisme MU, la murale orne désormais la façade de l'école, marquant aussi les 50 ans de l'établissement. Le projet a été financé par la Ville et le gouvernement du Québec et vise à célébrer l'héritage artistique de Leduc, en plus d'incarner l'engagement de la Ville envers la culture. Le maire Marc-André Guertin a salué cette œuvre comme une source d'inspiration pour la communauté et les jeunes qui participeront aussi à des ateliers créatifs suivant l'inauguration. C'est Alexandre Turcotte, 34 ans, qui est le nouveau conseiller municipal du district de Pont-Noir à Otterburn Park après avoir remporté l'élection partielle du 22 septembre avec 57,44 % des voix. Il a devancé ses opposants Alexandre Dubé et Geneviève Duchesnay, mais on recense une faible participation avec seulement 19,5 % des électeurs qui se sont déplacés pour voter. Malgré son statut de conseiller indépendant, M. Turcotte a reçu l'appui de la mairesse Mélanie Villeneuve, partageant des priorités communes comme la préservation du patrimoine et la gestion de la densification urbaine. Il participera à sa première séance publique du Conseil le 21 octobre prochain. La ville de Saint-Basile-le-Grand envisage de transformer une partie de son stationnement incitatif de la gare de train de banlieue pour y développer des projets mixtes. Jugé sous-utilisé, le stationnement pourrait accueillir des initiatives visant à lutter contre les changements climatiques et réduire les îlots de chaleur. Saint-Basile-le-Grand appuie également les démarches d'Exo, propriétaire du terrain, sur un projet de requalification de la gare. Le projet s'inscrit dans une tendance régionale avec McMasterville qui prévoit des développements similaires. De son côté, Mont-Saint-Hilaire préfère à court terme maximiser l'espace pour des activités urbaines et récréatives. L'événement Gaming revient pour une 5e édition et se déroulera le 2 novembre au camp de Grand Pré d'Otterburn Park. Les participants pourront s'affronter dans 3 tournois e-sport, Street Fighter, Super Smash Bros. Et Mario Kart 8. Avec 750 $ en prix, les tournois sont ouverts aux joueurs de 12 ans et plus. En parallèle, des jeux de société et des jeux d'arcade seront disponibles pour les visiteurs. L'événement a été fondé en 2018 par Alexandre Michel et offre des activités pour les jeunes, en plus de lutter contre l'isolement. La ville de Chambly invite les citoyens à une rencontre le 10 octobre pour discuter du développement de l'ancien terrain de golf. Le projet prévoit la transformation de 30 % du site en un développement immobilier avec environ 500 unités résidentielles. L'autre 70 % du terrain sera réservé à des fins municipales et de conservation. Les citoyens pourront consulter le plan d'aménagement, poser des questions et émettre des commentaires jusqu'au 20 octobre. Pour ce projet, la Ville collabore avec la firme d'aménagement L'Atelier Urbain. La Ville de Belleuil a nommé Serge Lamontagne au poste de directeur général par intérim, succédant à Cathy Goyette, partie pour Saint-Basile-le-Grand. Ancien DG de Laval et de Montréal, Lamontagne apporte plus de 35 ans d'expérience en gestion municipale. Son mandat, approuvé lors d'une séance extraordinaire le 16 septembre 2024, débutera avec un salaire annuel de 195 000 $. La mairesse Nadine Viault a salué son expertise en leadership et en gestion stratégique, essentielle pour guider la ville durant cette période de transition. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On revient sur la toute dernière séance du Conseil de la MRC-VR
Avec Mme Marilyn Nadeau, vous êtes préfète de la MRC-VR et mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour, Mme Biot. Donc, une grosse séance, beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Tout d'abord, du côté culturel, on entame la troisième phase d'un gros projet dont on a déjà parlé. Oui, exactement. C'est Animalis Encantus. Donc, c'est le troisième volet qu'on adopte pour la mise en œuvre des projets de créativité numérique dans les espaces publics et les lieux de diffusion culturelle au Québec. Donc, c'est suite à un appel de projet qu'on a déposé au ministère de la Culture et des Communications qui a été adopté. Oui, et vous avez également approuvé 3 projets dans le cadre du programme Vivre ensemble. Quels sont ces 3 projets? Bien, encore avec l'aide et le partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications, on voulait avoir des projets vraiment beaucoup inclusifs avec toutes les personnes issues de l'immigration. Donc, les projets retenus ont été avec aux sources du bassin de Chambly, avec la ville de Mont-Saint-Hilaire, ainsi qu'avec Intégration de compétences. Donc, 2 beaux projets à suivre prochainement. Et au niveau de l'aménagement du territoire, vous avez appuyé la démarche d'obtention du statut de paysage humanisé des Montérégiennes. En quoi ça consiste? Bien, en fait, c'est avec la communauté métropolitaine de Montréal qu'on peut adopter ce statut particulier, et d'autant plus que nous avons 3 collines montérégiennes dans la région, dont le Mont-Saint-Bruno, une partie vers Saint-Basile-le-Grand, le Mont-Saint-Hilaire, ainsi qu'une partie du Mont-Rougemont. Donc, il y a lieu de pouvoir adopter ce statut-là et d'avoir une meilleure conservation de ces lieux-là. Donc, ça donne un pouvoir à la MRC-VR pour mieux les protéger? En fait, oui, avec la CMM. OK. Donc, évidemment, des monts très importants dans la région, donc important, encore une fois, de les préserver. Exactement. Vous avez également nommé une nouvelle membre au niveau du PDZA. Oui, qui est notre plan de développement de la zone agricole, qui est super important dans la région, puisqu'on est plus de 83 % de territoire agricole dans la MRC. Donc, c'est Mme Marie-Laure Marcotte, qui est agronome pour le groupe ProConseil, qui s'ajoute suite au départ d'une de ses collègues. Donc, on est bien fiers de l'accueillir dans ce comité. Oui. Et si on parle maintenant d'environnement, oui. Donc, vous avez autorisé l'acquisition d'un lot au Mont-Rougemont. Donc, qu'est-ce que ça va permettre, cette acquisition-là? Bien, en fait, le Mont-Rougemont, il y avait une partie qui appartenait déjà à la MRC ainsi qu'à Parc Canada. Oui. Donc, on nous a demandé si on voulait devenir propriétaire de tout le lot. Donc, on l'a acquis au coût de 25 000 $. Donc, c'est toujours bon d'acquérir des milieux naturels. Donc, les membres du conseil ont bien voulu acquérir cette partie-là. Oui. Et du côté des matières résiduelles, il y a de la nouveauté à Saint-Basile-le-Grand. Oui, exactement. Ils viennent d'adhérer à notre compétence au niveau du transport, la collecte et le tri, conditionnement des matières recyclables. Donc, nous sommes encore plus forts là, en étant tous ensemble. Il y a combien de municipalités qui ont adhéré à cette offre-là? En fait, on est rendu à 11 sur 13. OK. Oui. Puis, je suppose que l'objectif, là, c'est que tout le monde vraiment participe. Oui et non, parce que la ville de Chambly avait fait déjà ses propres collectes avec Carignan. Oui. Donc, on a vraiment, je pense, le potentiel obtenu là, de ceux qui voulaient être dans cette compétence. Et pour terminer, un sujet chaud présentement concernant le train. Oui. Donc, pouvez-vous nous mettre en contexte rapidement là, sur cet enjeu-là? Bien, en fait, suite à ce qui est ressorti dans les médias, comme quoi qu'ils voulaient faire la disparition du train de banlieue de Mont-Saint-Hilaire, nous avons vivement réagi pour dénoncer qu'il ne fallait vraiment pas qu'il y ait cette coupure de service, car on reculerait en arrière, on s'entend. Oui. Puis on a exigé le maintien de cette ligne-là. Et en plus, on a demandé au gouvernement d'agir afin de maintenir le service. Oui. D'ailleurs, on va pouvoir en parler plus en détail dans une entrevue la semaine prochaine. Merci, Mme Nadeau, d'être passée à nos studios aujourd'hui. Merci, Mme Biot. Dès 2025, le régime canadien des soins dentaires sera accessible à tous. Et aujourd'hui, on est avec Mme Marie-Hélène Charbonneau. Vous êtes hygiéniste dentaire et propriétaire de la clinique Hygiène dentaire Belleuil. Bonjour. Bonjour. Donc, votre clinique se spécialise en soins préventifs.
qu'est-ce que c'est des soins préventifs? En fait, c'est très simple. Les soins préventifs, c'est des nettoyages dentaires. Donc, nous, on procède à l'évaluation bucco-dentaire, au détartrage, au polissage et on a également d'autres actes délégués de notre ordre professionnel. C'est ça parce que le métier d'hygiéniste, c'est un métier à part entière. Oui, nous sommes maintenant rendus des professionnels à part entière. Donc, la loi nous permet maintenant de travailler de façon autonome sans être sous la supervision d'un dentiste. Puis, c'est ce qui vous a amené, dans le fond, à ouvrir votre clinique il y a déjà plusieurs années. Une des seules cliniques dans la région là, qui est spécialisée en soins préventifs. Oui, à Belleuil, nous sommes la seule clinique d'hygiénistes dentaires. Donc, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on a ouvert la clinique. Puis, donc, je le disais dans mon introduction, le régime canadien des soins dentaires sera disponible à tous. Il est déjà disponible pour les personnes aînées, les adultes qui vivent avec un handicap, puis les enfants de moins de 18 ans. Oui. Et là, tout le monde va y avoir accès. Oui, à partir de janvier 2025, ça va être tous les citoyens qui, en fait, répondent aux critères là, que le régime canadien demande. Donc, il faut avoir un revenu de 90 000 et moins, revenu familial net réajusté. OK. Et l'inscription se fait vraiment très facilement. Là, ça prend 2 minutes par Internet sur canada.ca. Puis, en quoi consiste le régime? Qu'est-ce que ça nous donne, nous, en tant que citoyens, d'avoir accès à ce régime-là? En fait, c'est vraiment très bon parce que on peut bénéficier de soins d'hygiène dentaire, les soins préventifs, même les soins curatifs chez le dentiste. Donc, c'est une assurance qui couvre pratiquement entièrement les soins. Mm-hmm. D'ailleurs, à ma clinique, plusieurs qui sont remboursés à 100% ne doivent pas rien débourser, là. Puis, on dirait que c'est presque trop beau pour être vrai, ce régime-là. Soudainement, je peux aller me faire un nettoyage, puis c'est gratuit. Mais qu'est-ce qui a amené le gouvernement à créer ce régime-là? Oui, en fait, ils se sont rendus compte, avec plusieurs études scientifiques, que de réduire l'inflammation de la gencive aidait aussi à avoir moins de maladies chroniques, là, parce que c'est précurseur, l'inflammation de la gencive, aux maladies chroniques telles le diabète, la haute pression, l'Alzheimer, même la dépression. OK, donc ça vient vraiment nous aider là, au niveau de la santé globale. Là. Oui, OK. oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire, j'ai l'impression, au niveau... Parce qu'on n'y pense pas que mes dents peuvent mener à un possible diabète, par exemple. Oui, absolument. Donc, en visitant régulièrement votre hygiéniste dentaire, on bénéficie de la santé globale. Oui. Puis, vous avez dit l'inscription est super facile. Est-ce que, donc, où est-ce qu'on doit aller, puis comment ça fonctionne au niveau de l'inscription? Oui, d'ailleurs, on peut visiter canada.ca tout simplement pour faire l'inscription. Alors, c'est très, très simple. Il faut avoir rempli notre rapport de l'année passée, avoir notre numéro d'assurance sociale, et voilà. Okay. Ça prend 2 minutes et c'est fait. Puis ensuite, on a besoin d'une carte physique pour avoir accès au régime? C'est ça, ça prend 2 à 3 mois avant de recevoir notre carte du régime. Et par la suite, on doit aussi respecter la date effective de l'assurance. OK, donc c'est important donc, de s'y prendre à l'avance, 2 à 3 mois avant de recevoir la carte. Et pour avoir accès au régime, il faut présenter la carte. Donc, ce n'est pas au moment de l'inscription qu'on est admissible automatiquement. Et quelque chose qui est très intéressant à votre clinique, c'est que oui, les gens peuvent venir, mais vous vous déplacez également. Qu'est-ce qui vous a amené à vous déplacer? Vous vous déplacez dans des résidences pour personnes âgées? Oui, j'offre mes soins mobiles pour les gens en perte de mobilité dans les résidences, les RPA, les CHSLD. Pour moi, je trouvais que le besoin était vraiment criant. Oui. Il fallait trouver une solution pour aider ces personnes-là. Le personnel dans les RPA n'a pas le temps d'apporter les soins nécessaires. Donc, d'y aller régulièrement, leur rendre visite, de leur apporter des soins, ça va améliorer grandement leur sort. Oui, puis des soins qui sont maintenant couverts par le régime pour ces personnes-là. Donc, mais merci de faire ce que vous faites. Puis merci aussi de participer à cette éducation-là collective par rapport à la santé buccale, à l'hygiène dentaire. Merci, Mme Charbonneau. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci.
On se trouve présentement au centre aquatique de Mont-Saint-Hilaire pour discuter des travaux en cours avec M. Francis Leblanc. Vous êtes directeur général adjoint aux opérations ici à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Bonjour. On se trouve présentement devant le bassin qui a été fermé, mais revenons en arrière. Donc, cet été, il y a eu une inspection de routine. Pouvez-vous m'expliquer dans quel contexte cette inspection-là a été faite? Oui, c'est dans un contexte d'inspection lié aux travaux qui ont été entamés, je pense, en mars 2022. Et puis, c'est des inspections de routine, en fait, qui sont faites durant la période de garantie des travaux. Puis, lors d'une de ces inspections-là, qu'il y a eu au début de l'été passé, on s'est rendu compte de certaines anomalies au niveau de la structure du centre aquatique, là, les poutres et les fermes de toit. Donc, c'est à ce moment-là que vous avez pris la décision immédiate là, de fermer l'ensemble du centre, puis ensuite de réouvrir certains bassins. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette réouverture progressive-là? En fait, les anomalies ont été constatées en avril. Et puis, suite à ça, il y a eu des études qui ont été faites là, par les différents consultants dans le dossier. Puis, pour s'apercevoir qu'il y avait peut-être une défaillance au niveau de la capacité de la structure. Fait que devant une incertitude, on a préféré prendre la position de fermer le centre aquatique au public, pour la sécurité du public, évidemment. Puis là, depuis cet été, il y a quand même plusieurs installations qui sont réouvertes au public, donc il y a certaines activités qui ont lieu. Mais là, derrière nous, je vois que les travaux n'ont pas encore débuté. Donc, c'est quoi votre échéancier pour ça? OK. L'échéancier, on doit recevoir à partir de la mi-octobre l'entrepreneur avec les matériaux. En fait, actuellement, il y a des matériaux qui sont en fabrication. On va procéder à l'ajout de tirants dans la structure. Puis, il est prévu qu'on installe ces tirants-là de la mi-octobre à la mi-novembre, fin novembre. Là, ça devrait être à peu près ça l'échéancier. Suite à ça, quand on va installer les tirants, il est possible qu'il y ait des mouvements un petit peu de structure qui se fassent, qui pourraient apporter certains dommages cosmétiques au bâtiment. Fait qu'on se réserve une période pour procéder à la réparation de ces dommages-là aussi. Donc, on peut penser que d'ici la fin de l'année, les travaux seraient pas mal complétés pour nous permettre ainsi de continuer les activités à partir du début de l'année qui vient. Puis si on est chanceux, on va peut-être pouvoir mettre en place certaines activités dans le bassin principal avant la fin de l'année. OK, donc c'est quand même un échéancier assez court. Si les travaux officiellement débutent mi-octobre, fini fin décembre, est-ce que c'est optimiste un peu ou vraiment vous y croyez là, qu'au début de l'année, on ait accès au bassin? On est optimiste, en effet, mais c'est des travaux de construction. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Puis d'ailleurs, on en a la preuve. On construit un centre aquatique neuf, puis il survient des problématiques en faisant les travaux. Ça fait partie de la vie. On fait des chantiers, il y a toujours des problématiques qui arrivent. Alors, on est positif, on est confiant que ça se déroule comme on le prévoit, mais on ne sait jamais. Il faut être prudent de ce côté-là. Oui, puis vous allez de toute manière le communiquer aux citoyens puis les tenir au courant du dossier. Quelle est la meilleure manière là, de suivre ce dossier-là puis l'avancement du projet? Bien, en fait, il y a toute une structure de projet qui est établie pour suivre le chantier. Puis évidemment, c'est via des communications courriel. On en reçoit tous les jours sur l'avancement. Puis, tu sais, il y a des calculs. C'est quand même quelque chose qui est assez complexe, là, la problématique qu'on avait ici, là. C'est des experts en structure qui ont dû se challenger sur les idées puis arriver à un concept final qui va faire en sorte qu'on va assurer la sécurité du public. Puis, initialement, qu'est-ce qui explique là, cette anomalie-là? Est-ce que c'est une erreur de l'entrepreneur? Est-ce que c'est au niveau même avant ça, au niveau des dessins? Comment on peut expliquer là, que c'est arrivé? En fait, il y a l'ingénieur de la ville, lui, a donné des mandats à une firme d'architecture. La firme d'architecture donne un mandat à un ingénieur en structure qui l'accompagne pour le concept global. Par contre, la responsabilité finale appartient à l'entrepreneur de construire une structure qui correspond aux spécifications qui ont été données par la firme d'ingénierie dans les documents d'appel d'offres de la ville. Donc, au final, c'est le sous-traitant de l'entrepreneur général qui procède aux correctifs dans les travaux.
Et vous l'avez dit, ça faisait partie d'une inspection de routine, mais qui fait partie de la garantie de l'entrepreneur. Donc, au niveau des coûts pour la ville, ça représente quoi? Il n'y a pas de coût à assumer pour la ville dans ce défaut-là. Évidemment, ils ont une obligation de résultat. Nous, on a un plan et devis qui dit qu'il faut livrer une bâtisse qui est conforme et fonctionnelle. Et là, on avait une petite situation. Ça relève de l'entrepreneur de s'assurer qu'il nous livre un résultat au final qui convient à nos attentes. Oui. Puis, entre-temps, il y a quand même des installations qui sont ouvertes. Une programmation aussi pour les citoyens, ils peuvent en profiter. Donc, où est-ce qu'on peut se rendre là, pour avoir plus de détails là-dessus? Tout à fait. Site Internet de la Ville, on va avoir beaucoup d'informations. J'aimerais souligner quand même l'apport du service des loisirs qui a été très créatif dans la situation parce qu'on a commencé par fermer le centre aquatique sur son ensemble par mesure de prévention. Puis, à force de faire des vérifications, on s'est aperçu que les deux structures n'étaient pas liées entre le bassin qui est le bassin de nage et le bassin récréatif. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, on a été capable de poursuivre des activités dans le bassin récréatif puisque c'était sécuritaire de le faire. Donc, on est super contents parce qu'il y a une partie de la clientèle qui continue d'être desservie. Donc, on est bien content de pouvoir quand même en profiter. Puis, on va rester à l'affût de l'avancement des travaux. Merci, M. Leblanc, de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est un plaisir. Bonne fin de journée. On revient sur la toute dernière séance du Conseil du 23 septembre dernier à Belleuil avec Mme Nadine Viault. Vous êtes mairesse de Belleuil. Bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, un sujet un peu moins le fun, le vandalisme à Belleuil. Donc, vous avez voté pour un budget de plus de 80 000 Comment va être utilisé ce budget-là? Bien, c'est une facture de 80 000. Nos assurances en couvrent une partie, mais on a voulu sensibiliser la population parce que le vandalisme, c'est un fléau qu'on voit partout, c'est pas juste à Belleuil, là. Mais on se rend compte d'année en année, on a une montée du vandalisme importante qui nous empêche de faire des beaux projets. 80 000 on aurait pu faire des projets majestueux là, dans les parcs. Ouais. On est obligé de les remettre pour reconstruire ce qu'on avait déjà. Alors, on sensibilise la population, dans le fond, à être à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux. Rien comme les yeux sur un parc. Peut-être aussi sensibiliser à la maison. On s'est rendu compte que beaucoup de vandalisme était associé à des jeunes mineurs. Donc, d'en parler à la maison, ça serait une bonne chose aussi. Oui, parce que des fois, on n'a pas conscience de l'impact de nos gestes. Comme là, 80 000 c'est pour reconstruire un chalet de parc. Oui, il y a eu un feu dans un chalet de parc. Donc, oui, il y a eu des travaux majeurs à refaire une toilette au complet, faire une salle principale au complet. Donc, oui, c'est important. C'est ça. Des fois, on ne se rend pas compte de la valeur associée. Oui. Sinon, nouveau service en ligne pour les demandes de permis. Donc, ça va être beaucoup plus facile dorénavant. L'accès à la population, c'est toujours une préoccupation qu'on a. Donc oui, plus de services au niveau des permis en ligne. On a ajouté des permis, donc c'est intéressant parce que ça facilite toujours pour le citoyen. Alors, on est bien content de la liste de permis là, pour des rénovations, agrandissements de maisons, demande de cabanons, piscines, etc. Allez voir sur le site Internet belleuil.ca/permis. Vous allez tout avoir là. Et d'ailleurs, on a ajouté aussi un moteur de recherche en termes d'intelligence artificielle. Oui. Toujours pour faciliter la recherche sur notre site Internet, on me disait, trouver des règlements qui s'appellent « 3 570 », c'est pas facile. Donc, avec des mots-clés, grâce à Activis, qui est une entreprise de Belleuil, on a mis en place ce moteur de recherche-là avec l'intelligence artificielle. Puis comment ça fonctionne exactement? Bien, en fait, on a une barre de recherche qu'on avait déjà dans le site Internet, mais là, cette barre-là va aller nous chercher des informations là, les plus pertinentes possibles, puis avec l'intelligence artificielle, on va même être capable de vulgariser certains aspects de notre recherche. Donc, si par exemple, on pense à un règlement sur le bruit, on ne sait pas comment le règlement s'appelle, mais on peut taper règlement sur le bruit, et là, va nous sortir des informations qui pourraient être pertinentes plutôt que de parler de nuisances sonores ou des choses comme ça. Des fois, on n'a pas le terme exact, ce qui nous empêchait dans le passé de faire des bonnes recherches. Ouais. Donc, ça va faciliter tout ça, on l'espère. En tout cas, on a fait des tests. Tout semble vraiment très, très intéressant. Donc, c'est en fonction dès maintenant. Oui. Et le 6 octobre prochain, vous invitez la population à l'espace culturel Aurel-Dubois. Parlez-nous un peu du projet là, qui englobe. Bien, on va se rappeler, l'année dernière, il y a même 2 ans, on a annoncé une subvention là, hors du commun, un projet de 21 millions pour notre centre culturel, la bibliothèque, notre espace culturel Aurel-Dubois.
se refait une beauté. Donc, on a fait un concours architecture. De ce concours-là, bien, on voudrait présenter à la population qu'est-ce qu'on va avoir comme espace. Les partenaires collaborateurs vont être là, les locataires de nos espaces aussi. On se retrouve à la bibliothèque le 6 octobre entre 1h et 16h et 4h, 13h et 16h plutôt. Oui. C'est un rendez-vous. Donc, vraiment des portes ouvertes, tout le monde est le bienvenu. Et donc, pour ce projet-là, vous avez vraiment un plan à présenter. Oui. C'est du concret. Absolument, à l'intérieur, à l'extérieur, on va tout voir, on va vous présenter là, en détail là, comment ça va fonctionner. Ne serait-ce que la bibliothèque avec un plancher vitré, on va avoir accès à un espace au sous-sol agrandi. On agrandit de l'intérieur la bibliothèque. Au niveau du centre culturel, on va avoir un espace pour les tout-petits. On va avoir une mezzanine pour le théâtre, l'arrière-scène. Donc, ça va être vraiment très, très intéressant. Déjà, ça fait rêver. Donc, c'est un rendez-vous le 6 octobre prochain. Merci, Mme Viaud, d'être passée à nos studios aujourd'hui. Merci beaucoup. Découvrez Accès Mieux-être sur TVR9. Chaque semaine, nous vous présentons des ressources et des conseils précieux pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. Ne manquez pas notre prochain épisode. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous voulez une télévision régionale à votre image? Eh bien, c'est votre chance de vous joindre à l'équipe de TVR9. Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles tant devant que derrière la caméra. Notre équipe est là pour vous accompagner, peu importe votre expérience ou votre bagage, il y a une place pour vous. On vous invite à nous contacter dès maintenant pour plus d'informations et au plaisir de vous accueillir parmi nous. Sur ce, bonne semaine à tous.